Nous accueillons Maître Bonzi, avocat de la Fédération nationale des chasseurs. Bienvenue, merci. Jérôme Blanick, que vous connaissez, technicien à la Fédération et qui est en charge des ACCA. Alors, Maître Thomas Bonzi, oui, vous êtes avocat de la Fédération nationale. En plus, vous êtes président d'une ACCA. Oui, exactement. C'est un peu ce que je viens d'entendre, exactement ce que je vis, moi, dans la CCA qui est la mienne, la difficulté de rencontrer et de trouver à la fois des chasseurs qui sont souvent en baisse dans nos ACCA, quels que soient les territoires, mais aussi de trouver des chasseurs qui sont engagés, qui acceptent d'être membres du conseil d'administration, d'être trésorier, secrétaire et président. On n'en parle pas, c'était pas une fonction que je cherchais plus particulièrement, évidemment. Mais personne ne voulait la place. Et oui, c'est ce qui revient en permanence dans les témoignages, c'est qu'à un moment, il faut que quelqu'un prenne le flambeau, et il devient un peu l'homme à tout faire, finalement. La culture qu'on a tous, un peu moins peut-être par mon âge, mais avant le président d'une ACCA, c'était la personne chez qui on pouvait aller en tout temps, en tout lieu, qui était toujours là, toujours présente, toujours dans sa maison, dans la cabane de chasse, et qui accueillait tout un chacun. Maintenant, la fonction est différente. D'abord, la pyramide des âges, on l'a entendu juste avant, impacte quand même le fonctionnement de nos ACCA, impacte le fonctionnement de notre organisation de chasse. Et puis le président, il doit passer son temps à déclarer le gibier, remplir ses missions de service public, si je puis dire, trouver des gardes, gérer les ésodes, surveiller les différentes infractions qui peuvent avoir lieu par l'intermédiaire des gardes, la relation particulière qu'il doit avoir, bien entendu, avec les organismes type OFB maintenant, travailler sur les relations qu'il a avec les promeneurs, on l'a vu il y a quelques instants. Bref, il a une casquette assez multiple qui fait que la simple chasse n'est pas le seul rôle qui est l'objet qui est le sien. Vous m'avez dit que parfois certains pouvaient même penser gérer leur ACCA comme une chasse privée. C'est plus possible. Ah oui, mais ça ne l'a peut-être jamais été. On le voit bien, je crois qu'il y a suffisamment de chasseurs à viser ici. On a 3 catégories de présidents d'ACCA. Je résume un peu, j'essaie d'être pédagogique et pragmatique. On a ceux qui ont compris le rôle complet qu'était celui qui devait être ceux des ACCA, qui sont visés dans l'article du Code de l'environnement de manière assez précise, qui est l'objet, généralement l'article 1er de vos statuts, qui est l'objet d'une ACCA, veiller à la bonne pratique, respecter les plans de chasse, procéder au prélèvement pour éviter les dégâts, favoriser le gibier, et ça, il faut l'entendre, favoriser le gibier. On a ces présidents-là qui essayent de remplir un rôle comme un dirigeant, comme un manager. On a ceux qui sont là parce qu'ils considèrent qu'ils n'ont pas de chasse privée et que c'est chez eux, alors qu'on oublie qu'une ACCA, c'est finalement une belle invention française, puisque ça nous permet de chasser chez les autres, il faut quand même le dire. Dans un pays qui a quand même mis le droit de propriété au sommet de tout, on a quand même les ACCA qui sont une vision particulière qui nous permet d'être chez les autres, de chasser, de prélever. Et donc, ce n'est pas une chasse privée, mais pourtant, il faut gérer ça comme si c'était un territoire de gestion, parce que sans gibier, il n'y a pas de chasseur. En réalité, on a eu un temps où avant, on avait du chasseur et on n'avait pas à se poser la question du gibier. Maintenant, on a à se poser la question du gibier. Soit parce qu'il est attaqué, parce que nos adversaires écologistes nous attaquent pour pas qu'on puisse les prélever, soit parce qu'il y en a moins pour des raisons diverses, culturelles parfois, d'entretien du territoire d'autrefois. La vidéo de tout à l'heure était tout à fait complète à ce sujet. Et donc, la gestion du gibier, je crois, est devenue le premier rôle d'un président d'une ACCA, parce que, au-delà de la relation qu'il doit y avoir et des chasseurs, aujourd'hui, sans gibier, évidemment, nous n'avons pas de chasseurs. Alors, on a parlé de la fusion dans les témoignages que je viens de voir. C'est l'horizon naturel pour toutes ces ACCA qui ont du mal à avoir des gens qui s'impliquent, qui se réduisent à peau de chagrin pour sauver leur territoire de chasse. Déjà, une ACCA, c'est une gestion comme une association, avec un budget, avec des recettes, des dépenses. On a des dépenses qui sont contraignantes, on l'a entendu juste avant, que ce soit au point de vue de l'assurance, que ce soit également du fait des bagues, des prélèvements qui sont à effectuer, que ce soit à divers titres. C'est des recettes qu'il faut effectivement avoir. On le sait, et je crois que tout un chacun qui sommes ici présents et qui participe à une ACCA
ont conscience qu'on veut à la fois chasser chez les autres, mais ça ne nous coûte pas cher. Bon, donc c'est cette gestion particulière qui nous amène à avoir souvent une baisse des membres, parce qu'il faut faire fonctionner une association, baisse du nombre de chasseurs, baisse des engagements, parce que quand on est président d'une CCA ou trésorier, on doit quand même gérer pas mal de conflits, reconnaissons-le. Les chasseurs ne sont pas toujours tendres entre eux, ils terminent toujours bien à s'entendre, et le verre et le repas, qui est la convivialité que l'on aime tant, participent à nous amener à nous entendre. Mais un président d'un CCA, une CCA, aujourd'hui, la baisse des membres, la baisse des engagements qu'il peut y avoir dans toutes les associations, je pense, doivent amener les chasseurs à se projeter dans l'avenir et à dire il faut qu'on arrive à s'entendre. Si nous, chasseurs, nous entendons pas entre nous et nous construisons pas un territoire intelligent, je crois que ça sera compliqué durablement pour la chasse. Donc réunissez-vous, entendez-vous, dans l'intérêt de la chasse, il y a suffisamment d'espace, de territoire pour arriver à s'entendre. C'est une véritable gestion. On n'est plus en train de se demander comment je chasse, mais comment je vais faire perdurer la chasse. On en est là aujourd'hui. Et donc, s'entendre entre petits chasseurs, chasseurs de petits gibiers et de grands gibiers, qu'il n'y ait pas d'exclusion, c'est capital pour que les gens restent ensemble et continuent sur le territoire. Sinon, je crois aussi que c'est une des opportunités, une des chances d'avoir des AICA, c'est d'étendre le territoire. En étendant le territoire, on arrive à laisser chaque chasse s'épanouir. On le sait bien, il y a 3 gros volumes de chasse. Il y a la chasse à l'approche, sur le plan de chasse, vous avez les battus et vous avez le petit gibier. Bon, vous avez ces 3 typologies, on va dire, de chasseurs. Chacun doit trouver sa place, chacun doit trouver son équilibre, et il faut gérer le territoire pour permettre à chaque chasseur de pouvoir profiter de ce loisir qui est le sien. C'est une chance, et les ACCA, c'est une belle réussite à la française, je crois, d'un fonctionnement que nous pouvons avoir en nous entendant ensemble dans la gestion d'un bien commun que sont les territoires communaux ou des territoires communaux. Alors, Jérôme, toi, tu es au contact quotidien. Et quand je passe devant ton bureau, je vois la masse des questions qui arrivent au standard pour toi. Tu avais, je crois, une question particulière sur les catégories de chasseurs entre les membres de droit et les membres extérieurs. En fait, ce qu'on a relevé, c'est que depuis 2020, depuis le transfert des compétences de gestion des ACCA vers la fédération, donc une chose importante à noter, c'est que toutes les ACCA du département aujourd'hui sont à jour administrativement, ce qui est très bien. Et donc ça, c'est dû au travail qui a été mis en place à la fédération et en relation avec les services de l'État, puisque c'est eux qui, au final, valident quand même le travail des associations. Mais voilà, donc administrativement, tout fonctionne, mais maintenant, il faut s'attacher au fond du problème. Et on se rend compte que dans certaines associations encore, il y a quelques petits passe-droits en ce qui concerne les membres. Et donc, on voit des gens qui attribuent des cartes de membres de droit à des personnes qui ne le sont pas forcément. Et donc, j'aimerais qu'on aborde le point de la responsabilité lorsqu'on attribue de telles cartes. Alors, la responsabilité des présidents, elle est complète, et à la fois le code permet aux ACCA d'avoir des catégories qui peuvent être utiles pour que chaque chasseur puisse chasser. Vous avez les membres de droit, les sociétaires, vous avez ces membres extérieurs, parfois appelés étrangers, mais qui dénotent un peu notre culture et qui est bien à l'image de ce que l'on peut redouter pour des fusions d'un ICA, c'est que dès qu'on n'est pas de la commune, c'est qu'on est un étranger. Mais nous avons aussi les cartes temporaires. Au-delà des cartes invitées, qui, vous le savez, par essence doivent être gratuites, vous avez les cartes temporaires. Ces cartes temporaires, elles ont vocation à être temporaires, mais elles sont parfois utilisées pour avoir des extensions, pour des cartes temporaires battues ou cartes temporaires petit gibier. Je crois qu'il est important pour les chasseurs, d'abord de respecter leur ACCA, de respecter le cadre légal, celui qui s'impose aux ACCA. Je crois que dans le monde d'aujourd'hui, de plus en plus de personnes s'intéresseront au fonctionnement de la chasse dans leur commune, que le texte précise les personnes qui peuvent être sociétaires. Ceux qui sont étrangers ou extérieurs, ils n'ont qu'à en faire la demande à la CCA.
le conseil d'administration statuera, et si jamais quelqu'un veut faire chasser un ami, eh ben, il a la carte d'invité qui lui est mise à disposition, il y a les cartes temporaires qui peuvent éventuellement être mises en place. Bref, vous avez un panel de possibilités pour les ACCA qui font que, très sincèrement, arrêtons de gérer nos ACCA en bande de copains pour faire profiter un territoire, une équipe ou une bande de copains. Voilà. La gestion d'une ACCA, c'est faire durer la chasse. Je crois sincèrement que si on veut servir la chasse et les chasseurs que nous sommes, il faut se projeter sur comment est-ce que notre territoire peut rester un territoire durablement chassable. Plus notre territoire restera durablement chassable, plus on s'intéressera à la gestion de nos territoires, plus nous trouverons des chasseurs, plus on trouvera des chasseurs, plus on trouvera un mode de fonctionnement. Et l'extension par la fusion, parce qu'on sait très bien, il y a les ACCA d'union, où on se met d'accord sans se marier, c'est des fiançailles sans le mariage. Moi, je crois en ACCA de fusion, parce que plus vous avez du territoire, plus vous investissez sur un territoire, plus vous trouverez des chasseurs. Plus vous trouverez des chasseurs, plus vous serez dans une bonne dynamique. Une autre question importante. Oui, en termes de responsabilité, de légalité. Voilà. Donc toujours pareil, la loi de 2019 donc, a encore transféré des missions à la fédération, notamment en matière de plan de chasse. Donc aujourd'hui, les minimaxi, on l'a vu dans la vidéo, sont attribués en CDCFS, mais après, donc, la fédération statue là-dessus. J'aimerais qu'on revienne, parce que c'est important, je pense, pour tout le monde, lorsque c'est une association communale de chasse agréée qui effectue la demande, ou une AICA par fusion, j'aimerais qu'on précise, et pour que les gens l'entendent, que le plan de chasse appartient à la CCA et pas aux chasseurs directement. Alors, là, on est tous membres d'ACCA et on sait comment les choses fonctionnent. Lorsque nous avons les bagues, on nous remet le trésor de guerre. Voilà. Et je reviens sur le point de départ, nous gérons un bien commun. Quand nous sommes présidents d'une ACCA, nous gérons un bien commun. Ces bagues, elles ne nous appartiennent pas personnellement, même si nous sommes juridiquement gestionnaires de cela, mais elles ne nous appartiennent pas personnellement. Elles ne peuvent pas bénéficier plus à un copain qu'à un autre. Elles ne sont pas là pour servir les intérêts qui sont des intérêts personnels. Elles appartiennent à l'ACCA, qui est le détenteur, qui gère sur le territoire ces bagues. Donc, il est déterminant que vous ayez une répartition de ces bagues qui soit cohérente, juste, équilibrée. Je vous le dis, l'ACCA voisine a essayé chez moi de faire obtenir ce bénéfice-là à un certain nombre d'amis. J'ai fait juger le principe de la discrimination reconnu par la Cour d'appel, qui est que si on arrive à démontrer que l'attribution des bagues est faite sur un principe qui n'est pas objectif, la discrimination peut s'appliquer avec la réparation du préjudice pour les chasseurs. Je ne dirai pas combien peut valoir effectivement une bague sur un marché. Je ne vous laisse donc imaginer ce que la CCA a eu à débourser au bénéfice des chasseurs qui n'ont pas pu bénéficier de ces bagues. Donc, très sincèrement, vous avez une belle mission quand vous êtes président de la CCA. Vous avez la gestion d'un territoire. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont investies dans les territoires, qui y sont attachées. Attachez-vous à ce territoire. Gérez le plan de chasse comme le reste de manière intelligente, en sachant que on ne gagne pas durablement à garder pour soi ou à garder pour certains des bagues ou à les remettre. D'abord, ce sont des infractions qui risquent d'être sévèrement réprimées. Et ce jeu-là, nous ne pouvons plus nous le permettre. Je dis simplement, on a eu une belle étude qui a été faite par la Fédération nationale des chasseurs. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas réalisé une. Elle a été réalisée. Les trois premiers points d'intérêt qui sont ceux des chasseurs pour la chasse, votre président et votre directeur savent ça parfaitement, et je les remercie encore une fois pour l'investissement qui est leur pour la chasse française. C'est la nature, la convivialité, les chiens. Voilà. Et je crois sincèrement que quand on est à la tête d'une CCA ou à la chasse, en réalité, quand on a ces trois ingrédients, la nature, la convivialité et les chiens, et qu'on s'investit pour cela, la chasse, elle marche. Je voudrais pas qu'on... Je vais vous poser une dernière question pour conclure. Répondre à Hervé Cal tout à l'heure, que tout le monde l'entende bien.
Sa question, c'était? En fait, c'est un petit peu comme dans toutes les associations de chasse, associations communales. L'Assemblée générale est souveraine, donc cette question doit être portée à l'ordre du jour de La question, c'était est-ce qu'on peut avoir plusieurs équipes? Voilà, donc est-ce qu'on peut avoir plusieurs équipes? Ça doit être porté à l'ordre du jour de l'Assemblée générale, et c'est les chasseurs qui décideront si oui ou non ils sont prêts à partir sur plusieurs équipes. Quand on est rigoureux, on peut se fixer ses propres règles, ça évite que d'autres vous les posent à votre place. C'est peut-être ça aussi un petit peu l'idée de la responsabilité et de la bonne gestion. Je pense que la bonne gestion, c'est effectivement un cadre très rigoureux, et le fonctionnement des ACCA est effectivement très encadré par le Code de l'environnement. Vous avez la chance d'avoir dans vos fédérations, et tout particulièrement dans cette fédération, du personnel qui est très compétent et avisé sur ces sujets-là. L'Assemblée générale vous permet d'encadrer et de faire voter par la démocratie, si je puis dire, le fonctionnement de vos ACCA. Je crois aussi que ne mettons pas trop de rigueur. Les équipes, c'est la règle, ça doit être voté. Bon, après, il peut y avoir, vous avez des chefs de battues. Ces chefs de battues, il y a des délégations qui peuvent être faites entre le président et ces chefs de battues, qui permet au président aussi, s'il n'est pas présent ce jour-là, évidemment, d'alléger sa responsabilité, si je puis dire. Je vous dis sincèrement, gérons nos territoires dans l'intérêt de la chasse. L'intérêt de la chasse, ce n'est pas que le prélèvement, c'est gérer le territoire, parce que si l'habitat n'est pas là, le gibier n'est pas là, on l'a vu avant, donc il faut travailler l'habitat pour obtenir du gibier. Et pour répondre effectivement à la question, comment est-ce qu'on peut organiser ces battues? Il peut y avoir sur un territoire plusieurs battues, soit parce qu'il y a des équipes, soit parce que le détenteur délègue son pouvoir à des chefs de battues, et que des battues peuvent être organisées sur le territoire. Bien entendu, la sécurité doit être le maître mot, mais vous avez un beau territoire, j'ai la chance de le découvrir de plus en plus, et je tiens à vous dire que ne gâchons pas le beau territoire qui peut être le vôtre avec la multitude des gibiers qui sont les vôtres, à la fois de plaine et pas de plaine. Donc ce travail en ACCA, voire en AICA, à mon avis, doit vous permettre durablement de pouvoir chasser. Pour conclure, juste, je veux revenir sur les attaques. On a parlé tout à l'heure de l'attaque de One Voice que vous avez défendue et que vous avez fait gagner la fédération sur ce sujet-là. Ça va devenir récurrent, ces attaques? Et comment le contrer? Comment les personnes sur le terrain, les chasseurs, peuvent faire en sorte que vous ayez des dossiers costauds à défendre? D'abord, je tiens à signaler que c'est la fédération qui a gagné, et je tiens à féliciter l'ensemble du personnel. On aime bien les victoires et on aime moins les défaites, mais il faut savoir rendre à César ce qui appartient à César. Il y a un travail important qui a été fait dans les fédérations. Mon confrère qui intervient aussi régulièrement pourrait en témoigner au bénéfice de la fédération sur les différents sujets. Vous avez la chance d'avoir une fédération qui est très bien structurée, avec lesquelles on peut travailler, nous, avocats, en totale confiance, pour avoir des dossiers solides et les gagner. Rien ne nous sera épargné. Nos adversaires sont dans une guerre totale. Donc ce n'est pas parce qu'on leur laisse une semaine de chasse qu'ils ne vont pas aller nous chercher la semaine d'après. Ce n'est pas parce qu'on estime qu'en leur cédant une partie, on pourra transiger. Ils ne veulent rien négocier. Entendez-le, ils ne veulent rien négocier. C'est pourquoi nous, on doit être d'autant plus rigoureux. Les données seront l'avenir de nos chasses, c'est-à-dire que la différence entre eux et nous, c'est que nous, on est sur le terrain et qu'on a les données pour nous, et qu'il ne faut pas que l'on se referme sur nous. Il faut qu'on récupère les données. L'environnement, c'est pour nous, ce n'est pas pour eux. Ils ne nous épargnent rien, que ce soit ici ou ailleurs. Nous venons de gagner hier le combat, la chasse du tang à l'île de la Réunion, qui est bien étranger, bien entendu, aux modes de chasse qui sont chez vous. Mais pour vous dire, ils ne viennent sur tous les territoires, toutes les chasses. Leur sujet, leur seul objet, ce n'est pas de défendre l'environnement, c'est d'empêcher la chasse et de chasser les chasseurs. Ils ne font que ça. Voilà. Donc, vous avez un travail formidable à faire. Je crois que nous avons la chance, et je remercie les services préfectoraux, plus particulièrement monsieur le préfet, parce que je sais que dans chaque territoire, et tout particulièrement dans le vôtre, on a la chance d'avoir des services qui sont très à l'écoute et surtout bien structurés pour pouvoir servir au mieux la mission de service public qui est la nôtre, ne l'oublions pas.
puisque la chasse n'est pas qu'un loisir, c'est aussi une mission de service public qui doit être remplie. Et donc je tiens, en présence bien entendu de l'OFB et des services préfectoraux, à faciliter tous ces acteurs qui sont les acteurs du territoire, sur qui nous pouvons compter. Et on ne peut pas trahir le travail que effectuent ces gens au quotidien, parce qu'ils font un travail qui n'est pas évident. Les services de l'OFB comme les services préfectoraux doivent défendre. C'est eux qui sont en première ligne. C'est eux qui sont en première ligne pour nous. C'est-à-dire que quand nous venons conclure ou plaider, on conclut ou on plaide au soutien de la préfecture. Donc je crois que nous devons, pour préserver nos chasses, être vigilants sur le terrain, parce que dès qu'il y a un incident, dès qu'il y a un mauvais fonctionnement, dès qu'il y a un aléa, ça vient mettre à mal tous nos efforts. Restons solidaires, restons soudés, profitons de ce bien commun qui nous est mis à disposition. Et avec cela, en travaillant les données, je ne doute pas que la chasse a de beaux jours devant elle. Merci beaucoup, maître. Merci beaucoup. Merci, Jérôme. Merci. Et je salue dans la salle maître Saliès, l'avocat de la Fédération des Pyrénées orientales.